Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet. Boum, de nouveau, de retour sur YouTube et avec un invité de prestige, un invité de marque. Ça fait des années que je tenais à lui parler. Le jour est enfin arrivé. Johan, le reptile du Opa, est avec nous. Salut Johan. Salut à tous. Bah, Johan, alors vraiment merci d'être avec nous. On te suit depuis, écoute, de toute façon, depuis que la page existe, on te suit, on te supporte, on te soutient, notamment dans tes grands moments américains, que ça soit avec Wilder ou quand tu allais boxer à Brooklyn, on a supporté. Voilà, vous pouvez retrouver les vidéos sur la page. Et puis pour nous aussi, tu étais important. On avait déjà réussi à faire avec toi une interview grâce à Clément et qui a un fidèle pirate de la page qui était venu vers toi pour te faire une interview. C'était déjà en 2016. Oui, le temps passe vite, mais cette interview est toujours disponible. C'était un bon moment que vous aviez passé tous les deux, où vous avez parlé de ta carrière. Tu nous avais vraiment dit beaucoup de choses. Et en plus, on avait parlé boxe, parlé cinéma. Vraiment une belle petite interview et on te remercie encore de l'avoir fait avec nous. Euh, voilà, Johan. Alors, Johan, là, ton planning est hyper chargé parce que dans quelques jours, voire dans quelques heures, tu vas prendre l'avion et tu vas décoller pour Miami, Florida. Quel chanceux! Euh, Quel chanceux, Johan! Tu vas décoller dans quelques heures pour débuter un camp d'entraînement euh, avec un poids lourd qui va devenir certainement très important, le Ouais, Croate Filip Ergovic. Alors, est-ce que je prononce bien son nom? ouais, oui, ouais, ça te dit rien. Ergovic, voilà. Ergovic qui est en train de monter, en tout cas aux États-Unis. Il a d'ailleurs les faveurs de Ring Magazine ce mois-ci, avec un Ah ouais? article, ouais, avec un article complet sur Philippe Ergovic qui effectivement a son camp d'entraînement à Miami, puisqu'il est entraîné par Pedro Diaz, qui est un grand entraîneur cubain et qui a son camp d'entraînement bien sûr à Miami. Alors c'est toi, tu vas y aller pour participer au camp d'entraînement. Alors pendant combien de temps tu vas être là-bas? Alors, ils m'ont contacté pour que j'y aille 4 semaines. C'est pas mal ça. Mais comme tu sais actuellement, j'ai eu un bébé, tu vois. Difficile pour moi de partir maintenant 4 semaines. J'ai proposé 3 semaines et ils m'ont dit oui, tout de suite. Ok, Bon, ben, je dis, voilà, donc là, j'ai dit ok, 3 semaines, je pars. ok, Mais comme tu dis, Miami, voilà, super destination, camp d'entraînement tip top. avec les meilleurs et tout. Il faut impérativement que je me remette dedans. Mais tu peux pas savoir à quel point c'est difficile pour moi de laisser mon petit. Surtout que j'ai été hyper proche de lui pendant des mois. Je suis resté proche de ma femme, de la grossesse, de l'accouchement, de mon bébé. Tu vois. Donc là, il faut impérativement que je prenne sur moi pour me dire c'est vraiment pour eux que j'y vais. Quoi. Tu vois. Ouais. Tu D'accord, sais, c'est beau. D'accord, c'est Miami. D'accord, c'est des grands camps d'entraînement. Mais la famille avant laisser tout. ta famille à 38 balais, c'est pas comme si tu la laissais à 28. Tu Non. vois. J'ai laissé mon premier fils qui a 10 ans, quand je partais en camp d'entraînement chez Povetkin, quand je partais en camp d'entraînement chez Perez, quand je Ouais. partais chez les meilleurs, je le laissais, mais avec moins de mal qu'aujourd'hui. Pas parce que je préfère mon deuxième qu'à mon premier, c'est Non. juste que je suis plus le même homme, tu vois. C'est hyper difficile de laisser sa famille aujourd'hui. Mais par contre, je sais vraiment que c'est vraiment pour eux que je me sacrifie encore aujourd'hui. Faut que j'y aille. Ouais. Et c'est ça qui me donne la niaque. Tu vois. C'est rassurant. Ouais, ouais. Bah écoute, tu sais à qui parler, je te comprends. Enfin, Ouais. je suis dans la même situation familiale que toi, et c'est vrai que j'imagine très mal me séparer de mes proches, ne serait-ce que quelques jours. Donc, je te comprends parfaitement. Mais comment dire, euh, sur le plan sportif, effectivement, t'as raison. C'est extrêmement pertinent d'aller là-bas, mais la vérité, c'est que je pense que tu as un bon rapport avec cette team, si je puis dire, croate, puisque tu avais déjà participé à un camp d'entraînement avec Philippe Ergovic. Oui, je l'ai déjà croisé, mais c'était pour un grand entraînement avec Vladimir Klitschko. Voilà, d'accord. On avait Il était partagé, lui. voilà, on était des sparring. Voilà, parce que j'avais bien sûr retrouvé des photos de toi avec Philippe, donc c'est pas un inconnu que tu revois, mais peut-être tu vas voir aussi la progression du mec, aussi tu vas pouvoir tu vas la tester
aussi, mais c'est parfait pour ça. Alors, Johan, tu vas à Miami complètement sous le, comment dire, je vais pas dire le contrôle, mais complètement avec cette équipe de Petro Diaz, ou ton entraîneur basé en Alabama, excuse-moi, ton entraîneur Dave Godber, est-ce qu'il va te rejoindre à Miami? Non, non, j'y vais comme j'ai toujours fait. Je suis toujours parti dans mes camps d'entraînement. Quand on m'appelait pour faire du sparring, je suis toujours parti seul. Seul? Donc, ouais, là, avec le métier que j'ai, avec l'âge que j'ai, je sais réellement ce que je dois faire là-bas. J'ai pas forcément besoin d'imposer quelqu'un avec moi. Ouais. Ouais, ouais, bien sûr, mais peut-être c'était aussi pour renouer avec ton entraîneur. Euh, euh, et justement, est-ce que t'es toujours lié avec Dave ou pas? Si, si, on est Oui. toujours. Pour les échéances importantes, c'est prévu qu'on retravaille ensemble. Lui-même avait été déçu de ne pas être là à mon retour à Lyon. Ah, Mais c'est la France, il est américain, tu connais. On n'a pas une team, voilà, on n'est pas top rank, on n'a pas des gros budget. moyens, donc on va pas faire venir, tu vois, juste pour l'aller-retour, faire un combat deux reprises. Ben, ouais. On est, on s'est mis d'accord, lui-même m'a envoyé un message s'interrogeant en me disant je suppose que je suis viré et tout, mais je dis mais n'importe quoi, t'es pas viré. Je pensais réellement qu'au manager lui avait expliqué la situation. Moi, j'ai des entraîneurs en France qui sont prêts à m'aider, des salles qui m'accueillent pour m'entraîner pour des préparations de ce genre. Et j'en avais largement assez pour ce combat de rentrée, tu vois. Ouais. Avec le métier que j'ai là, j'ai pas besoin d'avoir une grosse équipe. Non, non. Là, j'ai fait ma rentrée, ça s'est très bien passé. On passe à autre chose. Il y a un combat au mois de décembre qui revient là. Je pense que là, je vais refaire appel à mon équipe, c'est-à-dire Dave Goldberg et mon cutman finlandais, qui vient habituellement dans mon coin pour ces échéances-là, qui On, sont majeures. on peut dire que même si t'as pas beaucoup de moyens, on peut dire que t'as une équipe française et t'as une équipe américaine, quoi. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas J'ai mal. une équipe internationale. J'ai de la Finlande, International. j'ai de l'anglais, Le j'ai de reptile est l'allemand. Ouais, international. Ouais. c'est ça, c'est ça. Mais malgré tout, c'est quand même, et c'est pour ça que je pense que t'es autant un chouchou de la piraterie de la boxe et de tous les amateurs de boxe français, c'est quand même, Johan, tu es un personnage à part dans le monde de la boxe française, un personnage à part, et tu révèles quand même pas mal d'histoires, et franchement, je te le dis, en toute honnêteté, j'attends de toi, quand ta carrière sera finie, quand tu passeras la main, j'attends de toi que tu nous écrives un grand livre. Parce que tu as des histoires hors du commun pour un boxeur français, et notamment cette rencontre un peu soudaine, inattendue avec Dave Goldberg, comment elle se fait et comment elle t'amène à repartir en Alabama, toi qui as vécu ce grand combat en 2015, c'est une histoire incroyable. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, dans ma carrière et dans ma vie, rien n'a jamais été calculé. C'est-à-dire que j'ai toujours pris les choses comme elles venaient. Donc là, je suis allé, on m'a proposé. Alors, l'histoire débute à ma défaite contre Tepper en Allemagne. Une défaite qui est plutôt controversée parce qu'on boxe en Allemagne. Et sérieusement, il finit vachement plus amoché que moi et il veut mettre perdant. Et, Là, et là, Monsieur Taper aussi pris par la patrouille pour dopage. N'oublions pas. aussi, comme quatre adversaires de mes cinq défaites. Bien Tu vois, sûr. ça, voilà, ça c'est clair. Alors là-dessus, je perds. Donc on me fait comprendre, mon entourage, mon équipe de l'époque me dit qu'est-ce que tu veux qu'on fasse aujourd'hui? On vient d'avoir une défaite en Allemagne et tout. Donc on me fait franchement croire que ma carrière est quasiment terminée. Tu vois, je dis ok, bon bah voilà, maintenant on va passer par les 15 championnats de France et tout, et puis on part au début. Et on me propose Manuel Char. Manuel Char à 2 semaines du combat. Oui. Alors je dis oui. Et là, entraîneur, manager de l'époque et tout me disent non, tu ne fais pas ce combat-là. Je dis je fais ce combat-là. Alors je négocie avec Christophe Joux à l'époque et tout, je négocie. Il me donne ce que je veux. Et toute mon équipe me dit non, on ne veut pas que tu fasses ce combat. Je dis écoutez, j'y vais. J'y vais et je fais ce que j'ai fait. C'est-à-dire que sans quasiment aucune préparation, aucun sparring, je faisais mes allers-retours au Havre, j'allais mettre les gants avec le banner, j'allais mettre les gants avec des copains qui me rendaient service pendant une semaine. Et là, je suis parti en Russie, à Moscou, contre Char. Qu'est-ce que je fais là-bas? Putain, je bats Char. Voilà.
vraiment seul contre tous, on peut le dire. seul contre tous. Et là, même mon entraîneur, franchement, n'y croyait pas. Donc, T'as il fait y a une une belle boxe que moi, prestation. j'y vais. T'as fait une belle boxe Ouais, ce moi, je soir-là. me dis, je vais me perdre contre tes peurs, donc j'ai rien à perdre. Et même sur le ring, quand j'y suis, franchement, je me dis, je gagnerai pas. Ils vont m'avoir, ils vont Oui, me bien voler. sûr. Ouais. Et je le bats. Et je me dis là, la machine est relancée. Et grâce à cette victoire, on me propose Wilder. Voilà, Voilà. On me propose Wilder, j'étais en vacances, j'étais à Saint-Tropez, j'étais parti encourager mon pote Le Banner. On était en train de s'amuser quand tout on à me fait. propose ça. Et on me dit, t'as Wilder, on propose Wilder dans 5 semaines. Wilder dans 5 semaines. Je dis, super, grosse opportunité. Par contre, je dis, Wilder. Le mec, il dégomme tout le monde. Il a des parpaings dans les poings. Ouais. Johan, tu te lances encore dans quoi? Mais je me dis, pas grave, j'y vais. Alors là, de là, je vois tous les commentaires négatifs, tous les haters d'Internet qui me disent que je vais me faire détruire, que je n'ai rien à faire sur ce ring, alors, je te raconte pas, et je suis seul, on est en août, il n'y a personne, tous mes amis, ma famille sont en vacances, partent, et je m'entraîne tout seul chez moi à Bulle. C'est très, très, très compliqué. Un passage très compliqué dans ma vie. Et je Mais, me dis, bah, écoute, dis-moi. mais en même temps, tu parles des haters, effectivement, ils étaient là. Mais en même temps, il y a ta communauté, tes fans, je pense que ont vraiment été solidifiés, sont vraiment nés à ce moment-là. À ce moment-là, je À suis ce d'accord avec moment-là, toi, mais j'en fais partie. On te suivait après sur aussi. Facebook tous les jours pour voir les progrès de ton entraînement. Je me souviens très bien aussi que pendant tes 5 semaines d'entraînement, tu as eu 5 contrôles antidopage qui ont aussi, comment dire, que tu as passé avec grand succès, mais qui ont eu aussi l'effet de désorganiser une préparation qui était déjà compliquée à faire. Je me souviens très bien de tes posts que tu disais. D'ailleurs, au passage, question que je te pose, toi qui es un pro, euh, les tests en dispatch sont indispensables, on les valide, on en a besoin. Mais pour des boxeurs clean comme toi ou d'autres, euh, demander à faire 5 contrôles en si peu de temps, est-ce que c'est pas aussi une stratégie pour désorganiser un adversaire? Apparemment, il avait les mêmes que moi au même moment. Ah, De ce qu'on donc, m'a dit, de ce que j'ai demandé. Donc, dans ce donc cas-là, ok. réglo, C'est réglo. juste que moi, je m'attendais pas à ça. Oui, Moi, à cette époque-là, j'étais dans une grande brouille personnelle, divorce avec mon ex-femme, tu nous en avais parlé. retourner chez ma maman, ça veut dire qu'il venait me contrôler chez ma mère. Tu vois? Donc ma mère venait me téléphoner, Johan, contrôle. Quoi, contrôle? Donc je revenais, contrôle tout de suite. Mais c'était tout de suite, hein. Les mecs, sinon, j'avais intérêt de débouler Ouais, ouais. dans la demi-heure, quoi, tu vois? Ah, Ouais. sinon, c'était pas la peine. On en connaît Ça, certains qui ça ont faisait un raté peu leur chaud. contrôle. On en connaît certains qui ont raté leur Ça contrôle, faisait c'est un peu vrai. chaud aussi. Ça faisait un peu chaud comme Yoka a eu, tu vois? Ouais. Alors, je revenais, je faisais les contrôles. Donc, j'en ai eu un, deux, trois, quatre. Et le dernier que j'ai eu, je me rappellerai toujours, c'était la veille de partir. Enfin, l'avant-dernier, parce que je croyais que c'est le dernier. La veille de partir au soir. Et le mec, tout sympathique, à force, il me connaissait, me pose la question, me dit vous entraînez à quelle heure le matin? Alors, je dis ouais, je m'entraîne, je me lève à 7 heures, je m'entraîne à 9 heures. Voilà, j'explique ma vie, pensant qu'il. Eh ben, le lendemain matin, ma mère me dit Johan, ouais, contrôle, 7 heures du matin. Dernier contrôle avant de partir. Alors qu'il était venu la veille, tu vois. Et l'organisation, est-ce que c'était comment dire, un laboratoire français qui travaillait, qui sous-traitait pour VADA ou C'était, non, c'était Vada et c'était lui. Lui était allemand, elle était. Enfin, il venait du Portugal. ouais, C'était vraiment international. voilà, Ouais, VADA. évidemment. Et donc si je comprends bien, c'est la team Wilder qui payait les tests. Et c'est comme ça, parce que Wilder fait ça avec tous ses adversaires, c'est comme ça qu'est tombé Povetkin en 2016. C'est parce que Wilder imposait à tous ses adversaires des tests inopinés, que toi tu as passé grandement. Euh, Ouais. Mais Povetkin, c'était à l'époque où il boxait Steven. euh, non, il tombe pour dopage au moment où normalement Wilder doit aller en Russie pour affronter Povetkin. Tu Ah te oui, souviens? oui, c'est vrai, t'as raison, t'as raison. Ouais, Ouais. je me souviens, ouais. Tu, tu te souviens euh, donc ton histoire a véritablement solidifié les fans parce qu'on était conscient de ça et on était conscient
de la part romantique, et faut bien comprendre ce que je dis, romantique, c'est-à-dire, comme tu dis, seul contre tous, juste que tu portes en allant à boxer Wilder, et puis t'as surpris tout le monde. Wilder le premier d'ailleurs, je pense, dans ce combat qui est resté vraiment dans les mémoires et dans le cœur des fans. Ça, c'est clair et net, ça a été un grand, grand moment pour les fans français. Voilà, alors... Ce qui est dommage dans cette histoire-là, c'est que j'étais vraiment novice à ce niveau-là, tu vois. Oui. C'est vraiment dommage que j'ai pas eu cette chance-là, genre il y a un an ou même aujourd'hui, tu vois, avec l'expérience que j'ai maintenant du niveau international, des grands adversaires, tu vois. C'est de l'expérience. Voilà. J'en parlais, j'ai eu l'occasion de parler avec des boxeurs à Las Vegas, notamment Jarrett Hurd, et il lui disait et nous disait que c'était bien qu'il fasse son combat à Las Vegas après avoir fait déjà des championnats du monde à New York ou en Alabama aussi, tu sais, parce qu'il faut de l'expérience pour venir dans de tels endroits et dans de tels moments. Et toi, tu as dû apprendre en même temps que l'événement se faisait, ce qui était pas simple. Mais l'histoire est incroyable, donc défaite, mais défaite magnifique, avec le panache, etc. Et donc, il y a cette rencontre avec cet entraîneur qui t'amène à revenir en Alabama et à trouver Deontay Wilder. Et ça, c'est une histoire incroyable. Tu portes certainement des histoires les plus romanesques qu'il y a en ce moment dans le monde de la boxe. Alors, raconte-nous ce retour en Alabama, parce que ça, on le sait pas trop. Enfin, ça reste un mystère. Alors, le retour en Alabama, c'est que mon manager a gardé contact avec Dave Goldberg. Se sont vus en Barcelone, parce que mon manager vit à Barcelone, il est français mais vit à Barcelone. Okay. Et m'a dit, Johan, parce que moi niveau entraîneur, j'avais quitté mon premier entraîneur, j'en avais eu entre deux et ça ne fonctionnait pas. Et il m'explique qu'il a gardé contact avec l'entraîneur Dave Goldberg. Et Dave Goldberg, à savoir que c'était le premier entraîneur de Wilder en Alabama. Okay. Et me propose d'aller faire une préparation là-bas, d'essayer avec lui dans sa salle que je connaissais, où on avait fait la conférence de presse. Okay. Et je dis, bah oui, pourquoi pas? Parce que moi, je sais très bien que je suis ouvert à tout. Je dis oui, et voilà, donc j'y vais. Et on s'est très bien entendu. Et Dave Goldberg est toujours en relation avec Jay, l'entraîneur de Wilder. Donc ça veut dire qu'en fait, tous ceux-là se connaissent, sont des amis. Et la salle de Dave est à 50 km de la salle de Jay. Donc ça veut dire que moi, quand je suis là-bas, bah, on va s'entraîner aussi chez Wilder. Et pour préparer un combat une fois, Wilder a mis les gants. Je suis allé dans sa salle, mais est venu, alors qu'il n'était pas du tout en préparation, est venu faire mon sparring pour m'aider. Ça, c'est une marque de respect, ça. Et voilà. Et j'ai vraiment, franchement, c'est quand même le champion du monde WBC. Le mec, on parle que de lui. Et le mec, il est venu m'aider, a mis des gants avec moi. On a fait 5 reprises. Et derrière lui, j'en ai encore fait 5 avec d'autres. Ça veut dire qu'il a fait 5 reprises avec moi. Derrière, d'autres sont rentrés. Et ensuite, on a pris les photos que vous avez vues, que j'ai mis sur ma page et tout. Et Deontay Wilder m'a expliqué de sa bouche, et c'est pas quelqu'un d'autre qui me l'a dit, m'a dit, tu m'as fait douter, c'était un de mes meilleurs combats. J'ai cru que tu allais me battre après la 6e reprise. Dire, tout ça, il m'a dit et pour quelqu'un comme moi, franchement, c'était énorme. Ouais. Et ce qui fait, Johan, que honnêtement, en tant que, même pas français, mais en tant que francophone, je pense que tu es la personne qui, quelque part, connaît le mieux Deontay Wilder. Connaît le mieux le possible champion du monde unifié dans le futur. C'est peut-être s'il n'en reste qu'un, ça sera peut-être lui. Mais c'est toi qui le connais le mieux que n'importe qui, parce que déjà quand tu passes 11 rounds avec le champion du monde, tu le connais d'une façon que personne d'autre puisse le connaître, et en plus tu le revois, il vient vers toi pour te montrer ce marque de respect, pour faire les rounds de sparring, vous discutez. J'ai envie de t'entendre, Johan, sur ça, parce que tu peux peut-être nous analyser mieux que personne ce qui va arriver dans quelques semaines. La revanche entre Wilder et Ortiz, toi qui connais si bien Deontay, comment tu vois les choses? Je vais vous parler de Wilder de la façon
où je le vois mourir. Il y en a plein qui me disent Wilder c'est un méchant, Wilder c'est un con, Wilder il dit qu'il veut un palmarès, il veut un mort sur son palmarès. Ils confondent le Wilder, spectacle. voilà, t'as Ils compris. confondent. Wilder c'est un monsieur. Et Wilder il donne la revanche à Ortiz parce que déjà Ortiz, le premier combat ça l'avait touché. Parce qu'Ortiz il galère avec une de ses gamines Ouais. qui est handicapée, il a les mêmes problèmes. Ils ont les mêmes Donc là, problèmes. tu ne sortiras pas de la tête que la revanche aussi à Ortiz, même si Ortiz, attention, la mérite la revanche. Il la donne aussi parce que Ortiz a besoin d'argent aussi pour ses enfants. Tu vois? Ah ouais, tout à fait. Wilder a du cœur. Et ça, je vous le garantis. Wilder peut dire qu'il peut tuer quelqu'un. Il peut tuer quelqu'un, ça c'est sûr, sur un ring. Mais il le fera jamais volontairement. Il le fera en boxant, si ça doit arriver, ça arrivera. Il y a des boxeurs comme Kovalev qui ont déjà tué alors qu'il l'a jamais tué. Wilder, il ne le fera jamais volontairement. Et je pense que si ça arrivait un jour, ça sera le premier triste de ça. Ça sera Et les peut-être même la boxeurs, fin, c'est ça là sera qu'on peut-être même la va fin de sa carrière. Il pourrait peut-être même arrêter sa carrière là-dessus. C'est quelqu'un qui a vraiment du cœur. Ouais, ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment du cœur. Et toi, comment tu vois sportivement sur le ring, comment ça peut se passer? Par contre, sur le ring, quand il monte sur le ring, c'est pour faire mal. Là-dessus, on ne va pas le retirer. C'est un champion. C'est un vrai poids lourd. C'est un vrai champion poids lourd. Et s'il monte sur le ring, c'est pour détruire. Et si Ortiz va se mettre en travers de son chemin et l'empêcher d'aller encore plus loin, parce que lui, avant les histoires d'Ortiz, il a ses propres histoires, on l'arrêtera pas. Wilder a ses failles. On peut critiquer tout ce qu'on veut sur sa technique. Lui, c'est pas le plus grand des techniciens. Oui. Mais par contre, il a du cœur. Il envoie comme personne. Et il a C'est ça, ça hein. qui fait ça. Il a ça. Il a le menton. Il a ça. Il l'a prouvé. Bien sûr. Il l'a prouvé il l'avait. Il a pris des coups. Parce que on oublie souvent contre Tyson Fury, bon, un grand combat, le combat est ce qu'il est, mais un paramètre qu'on oublie nous-mêmes dans nos esprits, c'est la différence de poids entre Wilder et Fury, qui normalement devrait être rédhibitoire et qui ne l'est pas. Parce que ce mec, le Wilder qui tourne à peu près maximum 100 kilos, si je me trompe pas, il encaisse des coups d'un mec de 120. 120. Voilà. Te souviens-tu à quel poids il est monté contre toi quand vous êtes 104. Donc il était même presque un peu plus massif que sur d'autres combats. Ouais. Tout à fait. Il avait la pêche, j'avais même dit, oh là, il a pris du poids, tu vois, pour le combat. Et je me suis dit, même que c'était pas forcément un avantage pour moi, parce que 104 kilos, par rapport à sa taille, tu vois, il va envoyer, quoi, sévère. Ouais. Quand il fait 99 kilos, je me demande comment il envoie des pains aussi forts. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Donc, combat, toi tu seras à Miami, un combat que peut-être avec Philippe, vous allez regarder après la séance à la salle. C'est combien? C'est le 23 novembre, c'est dans 2 semaines. Ah donc ça sera, oui, donc je serai là-bas. Donc oui, j'espère. Impérativement que je le vois. Ouais, ok. Bon, on suivra ta page, certainement tu mettras un commentaire de ce que tu mettrai. penses. Voilà. Donc, écoute, en tout cas, cette histoire, ce retour en Alabama, moi, je pense que tu peux en faire un livre, complètement. Voilà. Alors, on va continuer, Johan, parce que bon, tu vas participer à la préparation de Philippe Orgovic. J'ai toujours du mal à dire son nom. Mais ce qui est intéressant aussi avec toi, c'est que tu as fait du sparring avec tout le monde. Tu connais le gratin, tu connais le milieu, tu connais le microcosme des poids lourds. Voilà, le microcosme mondial. Que ça soit, on sait que tu as fait du sparring avec Perez, Chisora, Klitschko et tant d'autres. Wilder, tu viens de nous le dire. Mais voilà, tes combats plus tes voyages, tes rencontres, je trouve que t'es le mieux à même de nous donner ton sentiment sur l'état des poids lourds actuellement. Et je te parle pas simplement des 3 qui font la tête d'affiche, enfin des 4 maintenant avec Ruiz, que ça soit Wilder, Ruiz, Joshua ou Fury, mais aussi tout ce top 10 qui je trouve est quand même de grande qualité, qui est vraiment dans l'esprit poids lourd de l'ancien temps, que ça soit des mecs comme Argovic, comme Adjagba, qui sont en train de monter,
l'américain polonais Knowaki, j'aurais adoré te voir contre Knowaki. Je trouve que le style entre vous deux, ça ferait un combat poids lourd génialissime. Et même Chris Areola, pour moi, ça serait un dream match. Duopa contre Areola, ça serait génial. Alors, qu'est-ce que ce top 10 actuellement, qu'est-ce que t'en penses? D'ailleurs, Knowaki et Areola ont fait un combat magistral le 3 août dernier. Je pense que tu l'as regardé avec ils ont battu le record de coups lancés pour des poids lourds. Ça a été vraiment énormissime avec un Areola en plus blessé pendant le combat. Ça a été génialissime. Alors, le niveau actuel du gratin de poids lourd, t'en penses quoi? Il a été tellement critiqué et malheureusement ça m'a desservi pendant ma carrière puisque j'étais en plein dans les critiques des poids lourds. J'étais en plein dans le désintérêt de Canal+ pour la boxe, pour les T'es poids vraiment lourds en tombé au mauvais général. moment. Malheureusement j'étais en plein et c'est pour ça que moi, j'ai fait la carrière que j'ai fait. J'ai dû boxer partout parce qu'aucune télé ne s'intéressait même pas au poids lourd mais à la boxe en France. Donc j'étais vraiment dans la pire des périodes. Mais actuellement, tout revient. Bon, ma carrière se termine malheureusement. Donc, c'est excellent. Je veux pas critiquer la boxe actuellement parce que si, parce que ça. Il y a énormément de poids lourds de très bon niveau aujourd'hui et qu'on ne vienne pas me dire la catégorie est faible. Plus maintenant. Non, pas plus. Non. Ah non, plus maintenant. Il y a des poids lourds qui arrivent là et en plus les jeunes qui arrivent là, comme les Yoka, comme les Argovic, comme les Joyce, je sais pas. Joyce, j'ai failli boxer en début d'année. Ah. Je le vois pas dans cette liste-là. Joyce, je le vois pas dans les meilleurs. Mais il y a énormément de. Mais il a le système avec lui, Joyce. Il a le système anglais avec lui. Anglais, il a été médaillé olympique, il a fait la finale. Parce il a le système anglais, mais je l'ai provoqué moi l'année dernière. Je l'ai provoqué sur Instagram et ça a fonctionné en plus. Mais ouais, ça m'étonne. En même temps, ça m'étonne pas parce que je pense que Joyce. Mais Joyce, d'un autre côté, il a une victoire quand même contre Brian Jennings. Ça commence à monter, donc bon. Je pense qu'il y a des paramètres chez Joyce. Il est d'une lenteur incroyable. Hein, on est bien d'accord et tout le monde se dit. Je pense que toi-même, tu dois te dire, putain, il est tellement lent que je peux le prendre là. C'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Mais en tout cas, le top 10, top 20 est peut-être un meilleur calibre que des temps précédents. Ouais. En étant des vrais poids lourds. Parce qu'on a eu des morphotypes un peu différents, mais là, un Knowaki, un Areola, un Duopa, c'est vraiment les poids lourds comme on l'entend, et ça aussi, ça a son importance. C'est plus les poids lourds à l'époque, lents, nonchalants et tout. Tu vois, c'est des poids lourds qui mettent des débits de coups inimaginables. La preuve. Il y a Usyk qui arrive chez les lourds. Ouais. Ça a été un excellent boxeur en lourd léger, mais tous les lourds légers arrivant chez les lourds n'ont jamais fait une grande carrière. Regarde, il a fait le combat contre un mec qui a à part Evander. À la hache, mais il a pris des coups quand même. Ouais. Alors, tu penses quoi de son arrivée chez les poids lourds, le combat qu'il y a eu dernièrement, ça t'inspire quoi? Contre qui? De Usyk. Son premier combat chez les poids lourds, t'as pas été convaincu? Convaincu, non. Il n'a pas fait les performances qu'il a fait chez les lourds légers, tu vois. Et il boxait pas un très grand poids lourd. Donc, quand il va boxer les meilleurs poids lourds, Usyk, je pense qu'il s'est rendu compte que c'était plus la même catégorie. Ouais, tout à fait. On peut dire ce qu'on veut des poids lourds. Les poids lourds resteront une catégorie toujours à part. Tout à fait. Ouais, de toute façon, sur un coup, tout peut arriver, malheureusement. Alors, c'est une catégorie à part, mais en plus de ne pas avoir eu des structures économiquement fortes pendant la plupart de ta carrière, en plus d'avoir dû allez, on peut dire vulgairement te démerder la plupart du temps, mais tu t'es quand même bien démerdé parce que t'as eu des voyages et des combats qui ont de la gueule. T'as réussi quand même à écrire des grandes pages personnelles dans ta carrière. Malgré tout ça, t'as vu comme j'ai galéré pour la boxe, t'as vu ce que j'ai fait pour la boxe. À côté de ça, j'ai une vie perso
Et imagine la vie perso quand ça va pas, tu vois pas les bâtons dans les roues que ça met. Tu vois, quand tu essaies de te débrouiller dans ton métier, qu'on essaie de te faire arrêter la boxe parce que si, parce que tu vois, et que je Ouais. continue, que je prends les décisions, que j'arrête des tafs, que je me consacre à la boxe, que limite je vais, on me menace de divorcer pour la boxe et tout, tu vois, ça, ma vie privée, elle a vraiment pris un sérieux coup pour ma carrière sportive. Ça a, Et non, j'ai fait tout ça en parallèle. C'était vraiment, moi, comme tu dis, t'as été à il y a un- contre-courant, t'as été à contre-courant ah oui, c'est sportivement, et t'as ma sac été personnel, c'est ça. même Ouais. à contre-courant dans ta vie personnelle. Mais tu sais, ça me parle ce que tu dis. Moi, j'ai vécu personnellement des amis. Moi, j'ai un ami très cher qui a fait les Jeux Olympiques et qui aussi, par des choix de vie, par des unions, n'a pas eu du tout la carrière qu'il méritait. Du tout, c'est extrêmement dur. Donc que tu as réussi quand même à faire cette carrière à contre-courant Ouais, de voilà. tout, je te salue pour ça, honnêtement et sincèrement. Et mais il n'y a pas que ça. C'était déjà dur euh, pour toi. Et d'ailleurs, tu connais bien l'adage, hein, boxeur heureux, boxeur dangereux. C'est ça l'adage. Un boxeur qui ça Ouais. va pas bien dans sa vie, ça va pas bien dans sa tête, c'est un boxeur qui est en danger sur le ring. Mais un boxeur où tout va bien, c'est un boxeur qui est dangereux sur le ring. C'est pas ce qu'on croit, c'est l'inverse de ce qu'on croit. Hein. Ah, Que, c'est l'inverse, hein. Moi, ça a été dans mes coups plus durs dans ma vie personnelle où j'ai fait mes plus gros combats, tu vois. ouais, Parce que, fallait que je déverse tout ce que j'avais de haine, t'as réussi à pas à l'utiliser la comme ça. maison, mais sur le ring, tu vois. Ouais. Et donc, il y a eu tout ça, mais en plus, tu as été une victime. Alors là, une victime, c'est indubitable, une victime du dopage. Parce que tes adversaires, comme tu le dis, sur 5 défaites, t'as 4 adversaires chopés pour dopage. Et, Derrière, oui, derrière, ouais, et malheureusement pour toi, c'est derrière ce qui fait que, derrière. eh ben voilà, la défaite sur le papier reste, mais on sait très bien, notamment à Brooklyn, on sait très bien que t'as pas boxé un adversaire qui fonctionnait à l'eau. On est bien C'est d'accord sûr, là-dessus. j'ai pas boxé pendant un an et demi, et ça a fait partie du fait que je décide de mettre un frein à ma carrière, tu vois. Tu, Ça m'a gonflé. bah, tu m'étonnes. Parce que les tests antidopage, je les ai faits, hein, à New York, hein. On m'a gonflé avec ça, on m'a suivi. J'en ai fait encore je sais pas combien de tests, et après le combat encore. Et je me dis, et comment ils ont fait, alors que les tests, je les ai fait moi, lui aussi il les a fait, comment il a fait pour passer à travers avec moi? Et pourquoi il passe pas à travers avec Joshua? Pourquoi? Parce qu'il y a des millions en jeu. Et avec moi, il n'y a pas des millions en jeu. Tu vois? Hmm. Donc ils poussent pas, à mon avis. Ils vont pas plus loin, ils vont pas chercher plus loin. Non, ils vont pas chercher plus C'est loin. ça, c'est ça. Non, c'est ça qui a fait la différence. Tout à fait. Tout à fait. Ma stratégie contre Miller, c'est qu'un mec de ce poids-là, avec le rythme qu'on allait mettre, c'était qu'après la sixième reprise, il allait commencer à descendre. Et voilà. moi, j'aurais monté mon rythme. Sauf que la sixième, septième, huitième, neuvième, il était encore là. Il a commencé à baisser à la dixième reprise. Putain, je dis, c'est pas possible. Ouais. Et, oui. Et Et moi, après, attention, quand on sait ce qu'il prend, et là, tout s'éclaire, tout s'explique. Parce que j'en parlais avec les amis de Boxington Québec, on parlait de ça, et on parlait de toi dans un ancien podcast. Mais tout s'explique. Parce qu'il prend du dopage, notamment pour la caisse. Not, c'est ça. not, C'est ça. Ouais, voilà. exactement. C'est Not- ça qui m'a fait halluciner, c'est que moi, pour moi, sa caisse, elle allait douteuse. Et sa caisse, elle m'a impressionné. Je dis, putain, il s'arrête pas celui-là. Avec son poids, il s'arrête pas. Et le rythme qu'on mettait, il s'arrêtait pas. ouais. Mais, et tout s'explique. Voilà. Alors, est-ce que, Johan, avec toute cette histoire, parce que le Miller va revenir dans l'équation Oui, box. c'est ça qui est hallucinant. Il va revenir. J'en ai fait une émission parce qu'il était en train de traîner dans les coulisses au moment de Fury contre Wallin. Il était là, et il était non pas Fury contre Walsh, excuse-moi. Il était dans les coulisses. Déjà, ils essayaient de préparer son retour, mais bon, la mayonnaise a pas pris. Mais il va revenir. Mais est-ce que tu serais euh, ouvert à un nouveau combat contre lui? Contre Miller, Ouais, je- tu me connais, je suis ouvert ouais, à tout. je sais la réponse, c'est oui. Oui, Mais euh, c'est quelque chose.
Enfin, on te le propose, tu sautes sur l'occasion, t'as des choses à régler avec lui? J'ai des choses à régler avec pas mal de boxeurs actuellement, mais Oui, on va en je veux dire, parler. ouais, j'ai un plan de carrière. J'essaie au maximum d'écouter les gens compétents, c'est-à-dire mon promoteur qui veille à mes intérêts, et qui me dit, Johan, c'est parce que attention, j'ai un amour propre. Et si vous me connaissiez encore plus personnellement, vous sauriez que je suis quelqu'un qui ferait un peu des conneries super vite et qui rentrerait dans l'art, tu vois. Hmm. Et heureusement T'as pour des tous gens mes qui te joueurs, tempèrent. voilà. Johan, crois-moi, fais-moi confiance. C'est pas dans ton intérêt. Tu vois. Et je les écoutais, à chaque fois que je les écoutais, ils avaient raison. Et ça, certainement, tu vas me reposer les questions après pour les Yoka et compagnie. Mais mes décisions ont été prises par rapport à ça. Parce que je te garantis que, après les déclarations qu'il y a Oui. eu, T'en parlais j'ai été avec. le premier, moi, voilà, le premier à bien rentrer dans la lame. Tu me connais. T'en as parlé avec la très bonne interview de JC de Box Attitude, où tu évoques déjà ça. Mais tu voulais rajouter quelque chose? Non? Non, c'est pas que je parle à mon fils qui Ouais, m'appelle. d'accord. Donc, justement, on va parler maintenant. Moi, personnellement, ça m'a, comment dire, ça, je me sens presque obligé d'en parler parce que en France, ça bouillonne là-dessus. Mais je trouve pas ça si intéressant que cela. Mais quand même, le cas le cas Yoka du Opa, cette histoire qui n'en finit et qui n'en finit pas. Tu en as déjà très bien parlé. Moi, comment dire, j'ai un point de vue, j'ai envie de te le partager et tu me dis ce que t'en penses. Parce que on reparle de ta préparation pour Wilder. On va retourner là-bas parce que je pense que ça commence là-bas toute l'histoire. Mon intuition. Peut-être je me trompe complètement. Parce que les gens oublient aussi que tu t'es préparé avec qui pendant quelques temps pour Wilder contre Tony Yoka. Tony Yoka est venu faire du sparring avec toi et Une malheureusement semaine. une semaine et pendant cette semaine malheureusement il y a eu un accident, tu t'es fait ouvrir au niveau du nez. D'ailleurs tu as toujours la fameuse marque. Quelque part tu portes Tony en toi depuis quelques années. Désolé pour la blague, Johan, désolé pour la blague. Mais est-ce que tu penses que cette séance de sparring est à l'origine de quelque chose entre vous deux? C'est-à-dire qu'alors... Non, puisque l'histoire, il la connaît. Et ça, il m'a appelé, il m'a expliqué, il m'a dit, Johan, ne crois pas les journalistes, c'est n'importe quoi et tout. Et moi, il me dit qu'il n'a pas dit ça. Que les journalistes font à leur sauce. Donc, l'histoire, la voilà. Ça faisait 2 semaines ou 3 semaines, je ne sais plus à l'époque. Alors, 5 semaines, 3 semaines, ça devait faire 2 semaines plein que je mettais les gants du lundi au vendredi avec deux autres mecs. Ça veut dire que je prenais des coups sur le pif pendant 15 jours. Et ça a commencé à des 6, 8 et on est arrivé à des 10 reprises. Et mon nez, au bout de quelques temps, il y avait quelque chose qui se formait, tu vois. D'accord, Je ne sais pas ce que c'était. Et moi, le sparring. Et Tony Yoka arrive en sparring, me place un uppercut avec sa précision, parce qu'attention, c'est un très bon boxeur, bien me sûr. place un uppercut à la deuxième reprise, paf, mon nez s'ouvre. C'est-à-dire que, voilà, la bourse, ce qui se formait là, a Explose. cédé. Ouais, Alors moi, dégoûté, parce que derrière ça, j'ai encore une autre semaine de sparring à faire logiquement. Et là, donc là, je dis, pas grave, on continue. C'est-à-dire que j'ai commencé, je me suis fait ouvrir au deuxième round et j'ai fait 10 reprises suivantes. Les 10 reprises, j'étais jusqu'à la 10e reprise, on a fait du sparring pendant 10 reprises avec mon nez ouvert. J'ai dit, hors des questions que j'arrête. Voilà. On a commencé le lundi, même Tony m'a offert un casque pour protéger le nez, pour essayer de voir si ça marchait. On a recommencé le lundi d'après pour voir si ça tenait. Malheureusement, ça passait quand même. Donc la dernière semaine de sparring, il a fallu que je la compense au sac et tout, et on a arrêté le sparring. Donc l'histoire, elle est là. Ça veut dire que la blessure s'était formée et Tony a fini le boulot voilà. avec un uppercut bien placé. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Ouais, mais et puis et on a bien vu que pendant le combat contre Wilder, ben,
forcément, ça t'a gêné. T'as vu? Ça a été Il y a eu un... un coup même pas où il me pousse et où ça se fait. Voilà. Voilà. Mais est-ce que tu crois que, parce que vous êtes un peu de façon animale, vous êtes quand même senti sur le ring, même si c'est du sparring et même si le sparring n'est pas le combat, on le sait très bien, mais vous êtes un peu senti l'un l'autre sur le ring. Est-ce que tu penses que de ça, toi comme lui, avez acquis une confiance dans dans le, l'idée de vous affronter dans le futur? Bah, je pense. Après, il sait très bien que le combat n'est pas le sparring. Moi, en sparring, ça n'a rien à voir. Moi, je peux accepter les coups, surtout en sparring. Je sais qu'il n'y a pas de décision. Je prends les coups, je les accepte, genre Tu j'essaie de les travailles mettre. simplement. Voilà, je travaille. Donc, automatiquement, Tony Yoka, je l'ai toujours dit, est un meilleur boxeur que moi. Naofel Ouata, que j'ai rencontré, ce sont des meilleurs boxeurs que nous. Comme j'ai expliqué à Léoné dernièrement qui a affronté Ouata. Qu'est-ce qu'on fait contre des meilleurs boxeurs que nous? Eh ben, on travaille avec nos propres armes. Des... C'est-à-dire qu'on essaie de jouer la logique. On va pas se mettre à boxer contre des meilleurs boxeurs. Mais non. On va leur rentrer dans la gueule. Et c'est ce que j'ai dit à Léoné. Léoné, c'est ce qu'il lui a fait. Eh ben, Léoné était en train de battre Naofel Ouata avant ce fameux chaos. Tu vois, c'est moi qui est allé conseiller Léoné, je suis allé dans avec lui, et c'est moi qui lui ai dit ce qu'il fallait qu'il fasse. Malheureusement, il s'est fait contrer, et voilà. Ma technique, elle fonctionne, mais ma technique est dangereuse. Malheureusement, c'est pas passé pour lui. Il faut pas boxer avec des mecs. Moi, Yoka boxe depuis qu'il a 4 ou 5 ans. J'ai commencé à 19 balais. Voilà, c'est des meilleurs Ah, techniciens. Et ben, je vais pas m'amuser à boxer contre des mecs qui sont meilleurs que moi. Il faut on a l'avantage du métier, on a l'avantage des reprises. Si j'ai 10 ou 12 rounds, je vais pas me mettre à boxer contre lui. Je vais pas le lâcher. bien sûr. C'est ma stratégie. Bien sûr. Puis on est en boxe pro aussi, faut-il le rappeler. Euh, Ouais, ouais. faut-il le rappeler, mais quoi qu'il en soit, bon, Tony, que ce combat se fasse ou ne se fasse pas, bon, effectivement, Tony, malgré tout, est un bon prospect mondial, hein, et qui a toutes ses chances quand tu vois par rapport à d'autres prospects. Moi, il y en a un qui me fait très peur, c'est Ajagba, hein, qui, je trouve, qui peut monter très très haut et qui peut être très impressionnant. Mais bref, on reparle de toi. Tu t'envoles dans quelques heures pour Miami. Écoute, on est presque à la fin de l'année 2019. On sait que c'est ta dernière ligne droite en termes de carrière. Johan, dis-nous, quelle serait l'année 2020 la plus parfaite pour toi? Tout se goupille bien, tout va bien. Dis-nous comment tu vois l'année 2020 pour toi. L'année 2020, c'est qu'on me redonne une chance, enfin, je dirais pas d'aller au titre, mais contre un des meilleurs actuels. Je parle pas des nouveaux. Je parle des Poulev, je parle tu vois, bah, des Wilder, c'est compliqué, c'est les champions, mais je parle vraiment des hauts, dans le haut du classement. Je parle pas des jeunes qui arrivent. Je voudrais que l'année 2020, euh, on me donne une dernière chance de faire un gros combat. Un truc qui est de la gueule. Ouais, voilà, voilà. Et moi, je sais que j'ai arrêté pendant un moment, je sais que c'est jamais bon d'arrêter pendant un moment, mais on est chez les poids lourds, et je suis remonté sur le ring récemment. Bien sûr, il me manque des rounds, bien sûr, ça a été vite, mais je te garantis que l'envie et l'impact et la vitesse que j'avais là, alors que je suis pas encore au poids, je suis pas encore à mon poids de forme, Mhm. mais j'ai eu l'impression, on m'a dit, Johan, putain, ça fait un an et demi que t'as arrêté, on dirait que c'était bénéfique. Ah, tu Je me vois. suis senti plus rapide et plus percutant qu'il y a un an et demi, Et alors que j'ai 38 balais. ouais, mais Et c'est là où je... les poids lourds vieillissent bien. Un poids lourd Eh ben, qui sait s'entretenir vieillit bien, vieillit parfois mieux que dans des catégories plus légères, mais qui sont beaucoup plus durs à tenir. Voilà, par exemple, Nonito Donaire, ce qu'il fait hier, à son âge, c'est magistral. On comprend pas. généralement, Nonito ces Donaire, il a catégories, c'est des mecs qui... Voilà. 19 ans de carrière pro. Qu'est-ce qu'il fait hier contre The Monster? Mais il faut lui Hall of Fame directement, c'est tout. Non, mais ça, je l'ai vu, hein, j'étais devant ma télévision, je ne suis pas les petites catégories, j'ai regardé parce qu'il y avait Obali avant, Ouais, et j'ai regardé. On m'a dit le japonais c'est un destructeur. Putain, c'est alors directement, moi je me suis mis pour Donner, parce que Donner, grande carrière, grand champion dans un champion. pays hyper pauvre, et je me suis mis à sa place. Le mec il n'a rien lâché, et j'ai vu là les vrais boxeurs, tu vois.
des boxeurs qui viennent de rien et qui lâcheront rien. Ce que j'ai pas compris chez Donner, par contre, hier, avec le métier qu'il avait, c'est qu'il accrochait pas. Il aurait pu accrocher, il C'est aurait vrai. pu faire jouer de son vice. Et des fois, il acceptait le combat, il prenait des coups dans la garde et tout, sans accrocher, tu vois. Et ça a été dommage parce que je pense que ça aurait pu modifier les choses, ça aussi. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais pourquoi? C'est parce qu'ils se respectent et Non. ils s'aiment bien tous les deux. Ils se respectaient et ils Ah s'aiment ouais? bien. Non. Et t'as vu, et c'est, non, non, il a toujours eu du respect. Et je pense que c'est pour ça. Il n'a pas cherché le vice parce qu'il n'était pas en mode vice du tout, tu vois. C'est Ouais, mais mon intuition. Voilà. Donc, bah écoute, voilà, un combat qui est de la gueule. Et puis en plus, tu fais partie d'une lignée de boxeurs. En France, on n'a peut-être pas cette culture-là, mais en tout cas aux États-Unis, en Amérique du Nord, on a cette culture-là et t'en fais partie. Les Américains te le reconnaissent aussi. T'es un road warrior. T'es un voyageur du boxing game. Voilà, et c'est une vraie appellation. Et tu fais partie de cette famille des road warriors. Et je suppose que ce qu'on peut te souhaiter aussi, c'est encore un grand voyage boxe. Un grand voyage boxe, je pense qu'il y en a bien un qui est ouvert à ça, c'est toi. Et pourquoi pas de nouveau les États-Unis pour finir en beauté, feu d'artifice. Voilà. c'est prévu. Écoute, hier, j'ai signé avec Don King. On a quelques projets à venir. Je ne veux pas trop en parler, mais En l'idée copromotion, avec c'est Don ça? King, comment? En promotion ou en copromotion? En copromotion. Et c'est voilà, c'est Don King qui tient les rênes, là, tu vois. Ah, Et là, et ils vont faire des choses aux États-Unis. ok. Peut-être contre Steve Earn. Il est signé aussi avec Don King, peut-être. Alors là, Voilà, avec voilà. plaisir, tu vois. Ce serait un des adversaires que j'aimerais avoir, c'est Ah, clair. tu vois, bah, ouais, alors, franchement, tout peut être en place pour le faire. C'est pas compliqué à signer ce combat. C'est pas compliqué. Il Ah, suffit que c'est Steve Earn ait envie pas encore de facile. boxer. Voilà. Voilà, il y a qui? Il y a Manuel Charr qui devait faire un combat aussi contre Trevor Bryan, tu vois. Et Trevor Bryan, il est chez Don King. Il y a plusieurs possibilités, tu vois. Ouais. Bah, on te le souhaite en tout Pour le cas. WBA, tu vois. On te le souhaite à fond. Allez, je vais remettre ça, ta photo avec Danny Jacobs, parce que tu sais, sur la piraterie de la boxe, Danny Jacobs, c'est un boxeur, c'est un de nos petits chouchous depuis des années, c'est un chouchou. Et puis alors te voir toi et lui, cette photo-là, j'ai halluciné, tu vois. Les deux chouchous de la piraterie ensemble. Bon, je suppose que t'as pas pu vraiment longtemps discuter avec lui, mais la question que j'ai, t'es un road warrior, t'as fait énormément de voyages boxe. Tes meilleures rencontres avec les stars de la boxe, les rencontres là, tes meilleurs souvenirs ou les mecs qui t'ont vraiment, t'as vraiment apprécié, c'est lesquels? Alors, Denis Boytsov, le malheureux maintenant, aujourd'hui, voilà. Ça a été mon premier grand test en sparring, parce que mon équipe d'avant m'empêchait beaucoup de mettre les gants avec les meilleurs. Ouais. Malheureusement, on disait qu'on voulait rester une énigme, mais c'est à partir du moment où j'ai pris la décision de mettre les gants avec les meilleurs que je suis devenu ce que je suis Meilleurs, devenu. ouais. Voilà, j'ai mis les gants avec les meilleurs, je me suis rendu compte que j'étais pas celui qu'on voulait me faire croire. Je tenais la dragée haute aux meilleurs de la catégorie. Donc ça a commencé par Denis Boytsov, qui malheureusement a eu un destin tragique. Ensuite, j'ai mis des gants avec des Povetkin, des Perez, je suis allé mettre les gants, voilà. Je ne saurais même plus les Shizora, nommer à force, avec des Lebanais, des Chisora, voilà. Tout le monde, et je me suis. Et donc, quand je rencontre des boxeurs comme Daniel Jacobs qui sont vraiment des bons gars, tu vois, des mecs comme Adrian Bronner, il est hors de question que je prenne une photo avec un mec comme ça. J'en ai rien à foutre. Parce que c'est pas un jeu. Mayweather, oui. Parce que Mayweather, je sais que c'est un jeu modé et tout, c'est comme ça qu'il est fait, mais je pense que c'est un bon gars, Mayweather. Bronner, je pense que c'est vraiment tu hmm. vois, c'est des Hmm. trucs. Tu le sens pas, ouais, Donc, donc, non, non, non. Et ça, j'en suis sûr. Et j'ai vu des vidéos de sparring avec des jeunes Français qui venaient mettre les gants avec lui à Las Vegas. C'est vraiment des cons, quoi. Et j'ai horreur de ah, cet aspect-là dans la c'est un boxe. esprit très perfide, très perfide, voilà. Ouais. Et t'as envie vraiment de la mocher, et il joue de ça, Bronner, je connais un petit peu, j'ai des histoires, je suis d'accord avec toi. Mais donc, Danny a été sympa. Danny Jacobs, on s'est vu là, donc voilà, la photo a été prise. Et ensuite, on s'est vu après le combat, on s'est croisés dans l'ascenseur, on était tous les deux dans l'ascenseur. Et il m'a félicité pour le combat qu'on avait fait. Il avait fait son combat, il avait gagné au point aussi. Et je pense réellement que c'est vraiment une bonne personne aussi parce que, voilà, tout Hmm. sourire, tout seul dans l'ascenseur, on est en des cas 2 il n'y a personne autour, donc il ne peut pas jouer un jeu. Non, Ça veut non, dire qu'il est lui-même. Tu vois. ouais. Un bon Un gars. bon gars. Et d'ailleurs, au passage, parce que c'est quand même important, ça a marqué l'histoire de la boxe, même si maintenant il ne diffuse plus de boxe, mais t'es quand même le dernier Français
à avoir boxé sur HBO. C'est une anecdote, mais ça vaut quand même ce que ça vaut son pesant d'or. T'as le dernier Français à avoir boxé sur HBO. Et un peu, alors là, c'est mon tacle personnel aux médias français qui disent qu'ils supportent à fond les boxeurs français. Ça a quand même été dommage que ce combat-là, cette soirée-là, elle a pas été diffusée en France. Hein, t'étais quand même en sous-carte au Brooklyn, au Barclays Center. Ça a de la gueule ou pas? Bref. Ça a carrément de la gueule. Mais ils y connaissent rien en France. J'ai boxé au Barclays Center à New York. Donc voilà. Mais j'ai Dans une pété un plomb, soirée. c'était l'année dernière, mais j'ai tellement pété un plomb. Vous pouvez retrouver la vidéo, puis il n'y a pas que moi, j'y sais aussi. On a pété un plomb. Qu'est-ce que ça veut dire? T'as Danny Jacobs, t'as Le Banner, t'as Miller au Barclays Center. Tu peux pas faire un deal pour une soirée pour diffuser le combat. Sérieux, sérieux. Ça, c'est la grande histoire de Yoann Diopa et les Ouais. médias français. Alors, des fois, on me dit, tu veux boxer, tu veux pas. Pourquoi? Parce que là, les télés françaises ne m'ont jamais donné ma chance. Mais Ils ont choisi, ils ont eu deux choix une fois. Est-ce que tu m'entends? Parce que là, j'ai l'impression que ça ouais, je coupe. Tu t'entends m'entends très bien? bien, très très bien. Une fois, on m'a proposé de me suivre en Finlande, ou alors il me suivait à l'époque un boxeur qui faisait un championnat d'Europe en Angleterre. Et là, je boxais et plus d'Europe, double champion d'Europe, invaincu Ta plus dans grande ce victoire. pays, et ils sont pas venus. Et ils sont pas venus. Et ils ont décidé de suivre le français, je crois que c'était Mohammadi, je crois, il me semble à l'époque, qui avait fait un championnat d'Europe, et il s'est fait mettre KO en un ou deux rounds. Bah, malheureusement pour lui, c'est pas de sa faute, mais ils ont vraiment fait le mauvais choix. Et si ce soir-là, ils étaient venus me suivre en Finlande, je pense que ma carrière aurait explosé à cette époque-là parce que les Français m'auraient vraiment vu. Tu Et vois. ouais. Et ouais, Et et c'est vraiment dommage parce que j'ai pour fait ta une meilleure, performance énorme. et on est d'accord, ta meilleure victoire, une grosse performance. Et puis cette année, Elenius, on l'a retrouvé aux États-Unis dans une soirée PBC contre Gerald Washington. Voilà, Ouais. voilà, Ouais. voilà. Ouais. Et il a perdu, mais moi j'aurais voulu te Et voir les là-bas. Mus, ouais, mais et les Mus, c'était quand même un gros espoir, double champion EBU, des poids lourds invaincus. Et à l'époque, il démontait tout le monde. Il a démonté Liakovic, il a démonté Samuel Peter, tu vois. Il a démonté des grands noms. Il avait battu, bon, controversé parce que normalement il perdait contre Shizora. Mais il était invaincu et avait boxé les meilleurs. Et quand j'ai battu ce mec-là en Finlande, j'ai réellement cru que ça allait enfin décoller pour moi. Voilà. J'ai gagné la WBC Silver en Finlande contre un invaincu. Et qu'est-ce qu'il y a eu derrière ça? Il y a eu des mois et des mois qui ont passé. Ensuite, il y a eu ce fameux combat qui devait se faire contre Takam, qui, je suis sûr et certain, ne se serait pas fait. J'adore Carlos Takam, c'est un très gentil garçon. Mais je suis sûr et certain que ce combat ne devait pas se faire. Parce que, à Tu l'as? l'époque, son promoteur avait trop investi dans ce combat-là et il s'était planté. Et à un mois du combat, il n'y avait encore aucune organisation, aucune vente de tickets. J'étais en train de me préparer et je me suis dit, je vais me faire avoir. Mhm. Et à un mois du combat, on est allé en Russie avec mon promoteur et il y a eu cette fameuse histoire avec Povetkin. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté le combat de Povetkin parce que je me suis dit, je Ça préfère reviendra jamais, tenter ça ma arrivera jamais. chance là. Non. Je préfère tenter ma chance là plutôt que de me prendre un vent pour m'entraîner dans le vide et pour dans 3 semaines me dire, mais il n'y a pas de combat. C'est ça que j'ai voulu. Le choix a été fait comme ça. Ouais. Ouais, tu t'en avais déjà parlé avec JC, et là tu me dis, c'est bah, par A plus B, si tu comprends pas, c'est que t'es vraiment de mauvaise foi, mon pirate. Euh, voilà, mais donc, bah écoute, on te souhaite une année 2020 comme tu le veux, avec un combat qui a de la gueule, si, tant qu'à faire un voyage qui ait de la gueule, parce qu'on n'est pas à ça près. Mais, Peut-être ma dernière, hein. Peut-être ma dernière. t'as pas rien, ouais, mais en beauté. Peut-être ma dernière, ouais. En Ma dernière, beauté ouais, pour peut-être. pas avoir de regrets et pas avoir Non, d'amertume. c'est ça. Et, Peut-être, on sait pas. Ouais, peut-être. et voilà, le plus important, c'est qu'il n'y ait aucun regret, aucune amertume quand tu décideras de d'arrêter définitivement. C'est le plus important. Et je pense que tu fais tout pour. Allez, là c'est le fan de boxe pour la dernière question avant qu'on te libère et qu'on te laisse prendre cet avion. Johan, t'es un fan de boxe. 2019 est pour nous, franchement, une année exceptionnelle. Une cuvée
Si on aime les grands vins, alors l'année boxe est une très très grande cuvée. Dis-moi, quelles sont les émotions en tant que fan? Quelles ont été tes grandes émotions cette année? Moi, j'en ai tellement, je ne sais même pas par où commencer. Quelles sont tes grandes émotions pour toi? Alors là, les gars, je vais peut-être vous décevoir parce que j'ai pas mal coupé hein, Hmm. niveau boxe cette année. Comme je t'ai dit, je me suis consacré à ma femme, à mon bébé et tout. Donc, au niveau des grands combats, si tu vas me dire tel combat, je vais te dire oui ou non. Mais je te garantis que j'ai pas vraiment tout suivi, hein, D'accord. malheureusement. Il n'y a pas, je sais pas, par exemple, Errol Spence Porter, c'est pas. Non? Je l'ai pas regardé. Tu l'as pas regardé? Je l'ai pas Ok. regardé. Ouais, ça vaut Je le l'ai pas coup. regardé. Ça vaut le coup, Johan. Tu sais quoi? Ça vaut le coup. Hier, tu vois, j'ai regardé, je suis allé chez mon pote regarder un combat de boxe hier. À la limite, pour cette année, j'ai été hyper impressionné du combat contre Nonito Donaire Hmm. et Inoue. Ouais. Ça, et j'en ai pas regardé 50 cette année. J'ai vu ce combat-là hier et ça m'a réconcilié avec les petites catégories. Parce que moi, je suivais les petites catégories du temps d'Asloum à l'époque, Inom, Narvaez, Para, tu vois. Je connaissais toutes les petites catégories là. Ensuite de ça, on en a pu parler en France puisqu'Asloum a arrêté. Et là, il y a Oubali qui revient, et du coup, on me remontre les petites catégories. Et hier, j'ai vu un combat impressionnant. J'ai vu deux grands champions. J'ai vu Oubali qui a battu Hmm. le japonais Inoue. Belle Et j'ai perf. vu ensuite le combat Narvaez Inoue qui m'a dit waouh, tu dis, franchement, c'est des petits bonhommes, mais c'est des monstres. C'est des monstres. Complet. Et Et ça, et ça, d'ailleurs, il y je en te a, parle. le surnom d'Inoue, c'est The Monster. Donc c'est bien vu. Ok. En tout cas, voilà. Encore une fois, on te souhaite un bon voyage. Je te remercie personnellement d'avoir pu enfin discuter avec toi parce que je savais que ça allait être un grand moment. Et là, c'est merci pour cette interview. On te souhaite le meilleur. On te supporte à fond. Tu le sais très bien. On te supporte à fond. Nous, on aime les voyages box. On aime que des soirées qui ont de la gueule et avoir un Français qui nous ressemble qui participe, et c'est toi. Donc on te souhaite le meilleur. J'ai envie de te dire Pirate Yuan, et passe des bonnes fêtes de fin d'année avec ta famille, et que 2020 soit une année explosive pour toi. Sachez que je suis quelqu'un de vrai. Sachez que je suis quelqu'un dans la vie comme en interview. C'est pour ça que je suis resté proche de mes amis, de ma famille. Sachez que je suis comme n'importe qui et que moi, ce que je fais dans la vie, c'est pour ma priorité, c'est pas pour faire du bling bling et des fêtes. Ma priorité, moi, c'est ma famille. Tu vois, si je fais tout ça aujourd'hui, Ouais. c'est pour être heureux, pour être épanoui et pour que mes enfants ne manquent de rien. Je suis pas encore, je m'accroche encore, mais j'ai fait un bout de chemin qui fait que j'ai quelques trucs derrière, tu vois. Donc, si vraiment les gens m'apprécient pour ce que je suis, eh ben, qu'ils ne soient pas déçus, c'est que je suis réellement, tu vois. Je suis ce que je suis à l'écran. Voilà. Bah écoute, en tout cas, Merci à vous. continue à être ce que tu es. En 2020, ça va être explosif. J'en suis sûr. Merci à toi, Johan, et les pirates de la boxe. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao!